Et salut tout le monde! Il y a 66 millions d'années, notre planète connaît une énième crise biologique de grande ampleur, la crise Crétacé-Tertiaire, qui entraînera la disparition des dinosaures, sauf les oiseaux. Les raisons de cette dernière sont multiples. Impact d'un gros météore, importantes éruptions volcaniques, ou encore coût du carburant. Dans tous les cas, et même si les causes de cette crise sont encore vivement débattues, près de 75% des espèces vont disparaître. Une catastrophe, certes, mais vous connaissez la chanson. La vie trouve toujours un chemin. Tu l'as dit Malcolm, dès que les conditions environnementales sont revenues à la normale, la vie s'est lancée dans un véritable jeu de chaises musicales pour savoir qui allait avoir les meilleures places dans les écosystèmes. Parmi les grands gagnants du jeu, les mammifères qui vont connaître un âge d'or de diversification dès la fin du règne des dinosaures. Mais si vous avez cliqué sur la vidéo, vous avez certainement compris que les mammifères n'allaient pas être les seuls maîtres à bord. Car quelque part dans la forêt tropicale sud-américaine, se cachait un monstre figurant parmi les plus gros prédateurs que nos continents n'ont jamais portés. Alors préparez-vous à découvrir le plus gros serpent ayant jamais existé, j'ai nommé le Titanoboa. Titanoboa cerejodensis est un serpent géant ayant vécu dans ce qui deviendra la Colombie il y a environ 60 millions d'années, durant un âge appelé le Paléocène. Et quand je parle de serpent géant, je n'exagère pas, puisque la taille de la bête est estimée entre 11 et 15 mètres de long. On n'a jamais vu une pareille chose. Soit la taille d'un grand autobus, rien que ça. Les restes de Titanoboa consistent en plusieurs vertèbres trouvées dans une mine de charbon. Compte tenu de leur taille démesurée, ces vertèbres ont d'abord été confondues avec des os de crocodiliens. C'est grâce à l'anatomie comparée que les scientifiques ont pu attribuer ces vertèbres à un serpent géant. L'anatomie comparée consiste simplement à comparer les ossements trouvés avec d'autres os fossiles, et aussi surtout avec les os d'animaux actuels. Les vertèbres de Titanoboa sont près de 4 fois plus grosses que celles d'un anaconda de taille moyenne. L'anaconda est d'ailleurs le serpent qui se rapproche le plus de Titanoboa en termes de morphologie. Il va donc servir de référence aux scientifiques pour mieux comprendre comment Titanoboa vivait et surtout comment un serpent a pu atteindre de telles dimensions. Faisons donc une petite présentation de notre anaconda. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Votre soutien compte énormément et il est temps de faire exploser ce compteur de vues. L'anaconda est un serpent sud-américain faisant partie du grand groupe des boas. Ces derniers sont à différencier de leurs cousins les pitons qui, eux, ne vivent pas en Amérique du Sud et pondent des œufs, contrairement aux petits boas qui sortent de l'œuf à l'intérieur du ventre de leur mère. C'est ce que l'on appelle l'ovoviviparité. Tous ces serpents partagent en revanche une caractéristique commune, ils sont constricteurs, c'est-à-dire qu'ils sont non venimeux et qu'ils tuent leur proie en s'enroulant autour d'eux. À noter que même s'ils ne sont pas venimeux, ils possèdent une mâchoire relativement puissante, armée de longues dents recourbées vers l'arrière. Il existe plusieurs espèces d'anaconda, mais celui qui nous intéresse le plus est l'anaconda vert, ou Eunectes murinus. Il s'agit du plus grand anaconda, dont les captures records officiels font état d'un serpent de 6 mètres de long. À Sao Paulo, un centre de recherche biologique a même conservé la mue d'un anaconda, dont la taille se situait autour de 7,5 mètres de long. Ainsi, notre Titanoboa serait donc au maximum 2 fois plus grand que le plus grand des anacondas. L'anaconda vert vit dans les marécages et les cours d'eau, milieux aquatiques permettant aux serpents de déplacer leur masse plus facilement que sur Terre. L'avantage également de ces milieux est la variété de proies qu'elles offrent, en particulier quand son mode de chasse consiste à tendre des embuscades à des animaux venus s'abreuver. Une victime. Ces proies sont variées, incluant des caïmans, des tortues, des jaguars ou encore des rongeurs comme le capybara. En revanche, le désavantage de ces milieux sont les parasites et autres infections microbiennes amenées par le fameux combo chaleur plus humidité d'enfer. La longévité des anacondas ne dépasse rarement 10 ans, principalement à cause de ces conditions difficiles. Niveau reproduction, cacher les enfants, c'est plutôt hardcore. Comme chez de nombreuses autres espèces de serpents, la femelle va produire des phéromones pour attirer les mâles aux alentours. Et telle une armée de knuckles sur VRChat, ces mâles vont ceinturer la femelle et seul le plus fort d'entre eux, suffisamment costaud pour jouer des coudes, aura le privilège de coïter avec demoiselles. Car oui, sur cette chaîne, on adore la poésie. Suite à leur reproduction et une gestation de 6 à 7 mois, la femelle va produire entre 20 et 40 petits qui vont servir d'amuse-gueule à absolument tout le marécage.
à l'exception bien sûr de quelques rares survivants. Si on retourne vers notre boa géant, on peut voir des similitudes avec l'environnement des actuels anacondas. L'étude des argiles entourant les ossements et des autres fossiles trouvés sur le même site montre que Titanoboa vivait dans un marécage tropical entouré de crocos et autres tortues. Grâce aux comparaisons avec l'anaconda, on peut mieux imaginer la vie de Titanoboa, serpentant les plans d'eau à la recherche de proies à déguster. D'ailleurs, les autres animaux du site étaient aussi géants, en témoigne cet énorme crâne d'alligator et cette monstrueuse carapace de tortue. Tu es grosse, Mélissandre. Une question va donc tarauder les scientifiques. Dans l'environnement de l'époque, qu'est-ce qui rendait les animaux géants? Qui sont les auteurs de cette situation épouvantable? Pour comprendre, il va falloir nous pencher à la fois sur le climat et sur la biologie de tous ces animaux. Durant la période d'existence de Titanoboa, le climat est chaud sur la majeure partie du globe. La première cause, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud sont séparées par un bras de mer, ce qui permet l'installation d'un courant océanique faisant tout le tour de la planète. La deuxième, exactement l'inverse entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique. Les deux étant reliés, aucun courant polaire ne pouvait faire le tour du pôle Sud. C'est non. Cette configuration va empêcher les calottes glaciaires de se former et instaurer un climat tropical un peu partout. Et la chaleur, les reptiles adorent ça. À l'exception de la plupart des dinos, les reptiles sont dits à sang froid, c'est-à-dire que la température de leur corps dépend de la température extérieure. En d'autres termes, plus il fait chaud, et moins ils ont d'efforts à fournir pour se réchauffer. Habile. Durant le règne de Titanoboa, le climat de la planète se réchauffe lentement. L'Amérique du Sud présentait des températures estimées entre 30 et 34 degrés, soit 7 degrés de plus qu'à l'heure actuelle. Pour des animaux à sang froid, c'est une aubaine, et ces derniers vont en profiter en devenant énormes. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et malheureusement pour eux, la planète va continuer à se réchauffer, et ce de plus en plus vite. Il y a 55 millions d'années, la planète connaît les plus hautes températures jamais rencontrées. Cet événement climatique extrême se nomme le PETM, pour Paléocène Éocène Thermal Maximum. Avec leur accent français dégueulasse en anglais. En effet, entre le Paléocène et l'Éocène, le climat se réchauffe d'environ 6 degrés en près de 15 000 ans. Pour reconstituer les températures du passé, les paléontologues se sont intéressés à des êtres vivants minuscules, les foraminifères. Ces petites bêtes vont vivre sur le fond des océans et vont se fabriquer une coquille. Et ça tombe bien, cette coquille, en plus de très bien se conserver dans les fossiles, enregistre tout un tas d'informations, comme le taux de CO2 ou encore les températures de l'époque. Grâce à ces petits foraminifères, on peut maintenant reconstruire des climats datés de plusieurs millions d'années. Durant le PETM, le climat va brutalement augmenter. Les causes sont encore mal comprises, et l'on peut citer des éruptions volcaniques en Amérique du Nord, ou encore des relargages de poches de méthane dans l'atmosphère. Alors que l'Europe ou l'Asie vont voir des forêts tropicales s'installer un peu partout, l'Amérique du Sud va sérieusement prendre cher. Une étude de 2017 met en évidence de gros épisodes de sécheresse conservés dans la chimie des roches. À plusieurs reprises, les précipitations ont drastiquement chuté. Cette aridité a pu grandement impacter les zones humides sud-américaines, lieu de vie de notre célèbre Titanoboa. Ainsi n'est pas coutume, ce n'est pas forcément parce que vous êtes un gros prédateur puissant que vous êtes forcément l'animal le plus apte à s'adapter à une crise. Eh oui. D'ailleurs, ce PETM nous a bien arrangé à nous, les mammifères. Il y a 55 millions d'années, des forêts tropicales s'installent un peu partout dans l'hémisphère nord. Ces environnements vont voir apparaître tout un tas de mammifères spécialisés. Certains vont aller explorer le fond des océans pour devenir les cétacés, tandis que d'autres vont grimper aux arbres grâce à leurs mains à droite. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour la prochaine, on sera de retour chez les dinos, et c'est à vous de choisir entre Therizinosaurus, les raptors ou Carnotaurus, soit parmi les bébêtes qui sont régulièrement revenus en commentaire. En attendant, portez-vous bien, et à très bientôt. Would you like to know the strawberry? C'est dégueulasse, quoi.